Balayer le désespoir et les cauchemars qui hantaient des usagers de certains axes routiers de l'intérieur du pays. Des axes tels celui reliant Guiba à Garangou. Grâce à un prêt de 29 milliards 533 millions de francs CFA consenti auprès de la Banque islamique de développement BID, ce tronçon de la RN17 a vu ses travaux de bitumage officiellement enclenchés en fin novembre dernier. Au même mois de novembre 2019, des engins de génie civil sont entrés en action pour revêtir de bitume la route nationale 18 reliant Fadane-Gourma à Bogandé. C'est le processus de désenclavement de la Nyanya, jadis qualifié par d'aucuns de profonde et métallique, qui est ainsi amorcé. La construction de cette route longue de 129 km coûte au Fonds spécial routier du Burkina 20 milliards de francs CFA. Le cri de détresse et le plaidoyer des usagers de l'axe routier Sapara-Puitenga-Kalwartenga a eu un écho favorable auprès des gouvernants en 2019. En réponse, l'État injecte 6 milliards de francs CFA pour réhabiliter cette route coloniale économiquement rentable, mais devenue un parcours de combattants. L'acte symbolique marquant le début d'aménagement et de bitumage de cette route de 22 km assortie d'une bretelle d'accès au marché de Puitenga est intervenu en octobre 2019. Du bitume également pour les 4 km de route menant au musée de Maniga dans le plateau central à partir de la RN 22 Ouagadougou-Kongoussi. Pour les garants du patrimoine touristique et culturel de Maniga, ce bitume est le fruit de 3 décennies de démarches et d'attentes. L'exécution du chantier a exigé du budget de l'État près d'1 milliard de francs CFA. Une route en 2x2 voies revêtue de 4 couches de bitume et d'un béton bitumineux. C'est la physionomie que la rocade sud-est boulevard de Tansoba, reliant l'échangeur de l'Est à celui de Ouaga 2000, devrait présenter en juillet 2021. Sa réhabilitation, entamée à la mi-juillet 2019, est financée par le Japon dans le cadre du plan directeur d'aménagement de l'Afrique de l'Ouest. Pour que cette rocade longue de près de 7 km refasse peau neuve, c'est l'expertise nippone qui est mise à contribution. Une expertise qui promet livrer un ouvrage moderne à la hauteur des attentes des Burkinabés. Alors que les usagers de cette rocade doivent attendre encore plusieurs mois pour disposer du nouveau bitume à eux promis, ceux de la RN16 Koupela-Tinkorgo, frontière du Togo, poussent déjà un ouf de soulagement. En toute aisance, ils usent de ce axe routier encore dénommé route communautaire CU9 et dont l'acte inaugural a été posé par le président du Faso en mai 2019. 100 milliards de francs CFA ont été mobilisés auprès d'institutions bancaires internationales pour la reconstruction de cette route aux enjeux économiques très importants. Après environ 3 ans de travaux de bitumage, la RN10 tronçon de Dougou-Tougan est officiellement ouverte à la circulation en juin 2019. La tenue de cette promesse de campagne du président du Faso vient ôter une grosse épine du pied des usagers et insuffler une nouvelle dynamique aux activités de production et de commercialisation de la boucle du Moun, encore appelée grenier du Burkina. C'est un bitume qui s'étend sur 91 km et dont la construction a coûté à l'État et à la BID 29 milliards de francs CFA. Dans les hauts bassins, les tractopelles du développement de la route sont passées par la capitale économique Bobo-Dioulasso. En 2019, elles ont laissé derrière elles un bitume de 4 km qui facilite l'accès à l'Institut des sciences de la santé de l'université Nazi Boni. 3 milliards de francs CFA ont été décaissés par le Fonds spécial routier pour le chantier. Des travaux qui ont aussi consisté à la réalisation de voies de desserte et d'ouvrages de drainage des eaux de pluie à l'intérieur de l'Institut. 2019 s'en est allé avec ses réalisations en matière d'infrastructures routières et 2020 s'annonce avec d'autres chantiers d'envergure selon l'agenda du gouvernement. Mais des ressources financières, l'Office national d'identification et structurabilité a délivré les CNIB en manque pour conduire sa mission d'enrôlement à l'étranger dans la perspective des élections de 2020. L'annonce a été faite aux députés de l'UPC en visite dans les locaux de l'ONI. Oumar Sombré. Une délégation de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, dans les locaux de l'Office national d'identification ONI. L'objectif est de s'imprégner des conditions de travail des agents de l'ONI à l'orée de l'année électorale 2020. Nous sommes en train de préparer également des élections. Et il était normal pour nous de venir discuter avec cette structure, comprendre d'abord comment est-ce qu'elle fonctionne et éventuellement porter à son niveau un certain nombre d'observations, notamment liées à la production des CNIB et surtout la production des CNIB au niveau des Burkinabés résidant hors du pays.
Au cours des échanges entre les membres de l'UPC et le premier responsable de la structure, il ressort que l'ONU ne dispose pas d'assez de moyens pour mener à bien ses missions, surtout en ce qui concerne l'enrôlement des Burkinabés de la diaspora. Les missions à l'extérieur qui, sans apport extérieur de la part de l'État burkinabé, ne peuvent pas être totalement couvertes par l'ONU, notamment pour cette année 2020 ou pour l'année 2019. Nous avons déjà fait plus de 18 pays à travers le monde. Donc nous nous préparons à aller en Côte d'Ivoire, c'est vrai, à partir du 8 janvier, mais ce serait seulement pour ce pays-là. La délégation de l'UPC, conduite par les élus nationaux, compte bien mener un plaidoyer afin de permettre à l'ONU de travailler sereinement et réussir ses missions d'enrôlement, toutes choses indispensables pour des élections réussies. Écoutons à présent la voix du groupe parlementaire Bourkindlim à l'hémicycle. Ces élus se félicitent de leur participation à la deuxième session ordinaire de l'année 2019. Leurs différentes prises de position à l'Assemblée nationale, ils en parlent à la presse. Le point avec Amadou Ilboudo et Béléman Herman Nestor Toué. Le groupe parlementaire Bourkindlim dresse ici le bilan de sa participation à la deuxième session parlementaire de l'année 2019. Une session essentiellement consacrée au budget national tenu du 25 septembre au 20 décembre dernier et qui a abouti à l'adoption de 7 projets de loi. Le groupe parlementaire Bourkindlim a donné sa caution à l'ensemble de ces projets de loi en votant pour. Ce vote positif de notre groupe s'explique d'une part par la pertinence des projets de loi soumis à notre appréciation et d'autre part par notre engagement à soutenir les actions du gouvernement dans sa quête permanente du bien-être de nos vaillantes populations. Le vote de la loi des finances, l'interpellation de l'exécutif dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale, la participation aux activités des parlements de la sous-région sont autant d'activités menées par les députés de ce groupe au cours de la deuxième session. En outre, le groupe parlementaire a tenu ses deuxièmes journées parlementaires de l'année 2019, les 27 et 28 septembre 2019 à Bobo-Dioulasso, dans la province du Oué, sous le thème « Démocratie, dialogue politique, cohésion sociale dans le contexte des échéances électorales à venir ». Notre groupe parlementaire invite notre peuple à faire sienne les valeurs de paix, de tolérance, de pardon, de partage et de cohésion sociale. La deuxième session parlementaire a aussi vu le renouvellement des instances dirigeantes de l'Assemblée nationale et a porté 4 membres du groupe parlementaire Bourkindlim aux principaux postes. Le groupe invite le peuple burkinabé à faire sien les valeurs du vivre ensemble pour une paix durable. Rappelons-nous du premier forum des personnes en situation de handicap tenu en 2018. À l'occasion, le chef de l'État annonçait un vent d'espoir en faveur de cette couche de la population burkinabé parfois marginalisée. Où en est-on dans la mise en œuvre de ces engagements pris par le président du Faso? Le point sera fait par les acteurs en conclave à Ouagadougou à quelques jours du deuxième forum national des personnes handicapées. Paul David Bambara, Estelle Judith Asokba. Docteur Oumarou Traoré, premier vice-président du réseau des organisations des personnes handicapées, est l'un des participants au Forum national des personnes handicapées tenu en juin 2018. Et lors de ce forum, le président du Faso avait pris des engagements pour satisfaire les doléances de cette cible. À quelques mois de l'échéance, il n'est pas totalement satisfait. Il faut dire qu'il y a certaines choses pour lesquelles nous ne sommes pas encore satisfaits. Mais bon, voyez-vous, il y a tout un ensemble de paramètres qui viennent jouer là-dedans, notamment la situation sécuritaire, qui fait qu'il y a certaines priorisations. Mais nous pensons quand même que pour ce qui concerne la carte d'invalidité, un effort particulier doit être fait pour que quand même on puisse avoir ce document identitaire qui va nous permettre de bénéficier des avantages auxquels nous devons nous attendre. Comme lui, ils sont nombreux de cette cible qui partagent son point de vue. À cette session ordinaire de l'année 2019 du Conseil national multisectoriel pour la protection et la promotion des droits des personnes handicapées,
Les acteurs œuvrant dans la promotion des droits de ces personnes et les intéressés eux-mêmes vont examiner ensemble le niveau de mise en œuvre des 10 engagements et vont aussi dégager des perspectives. Les bourses, vous savez que nous avons de 11% des élèves étudiants et étudiantes vivant avec handicap, aller à 50%. Nous allons voir avec le ministère de l'Enseignement supérieur qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce que nous pouvons faire pour encore ouvrir plus de bourses à cette cible. Nous allons aussi travailler à voir est-ce que les infrastructures sont normalisées, parce que vous savez que l'instruction a été donnée par son Excellence le Premier ministre, chef du gouvernement, de normaliser tous les bâtiments afin que ces bâtiments soient accessibles aux personnes vivant en handicap. Nous allons faire l'état des lieux de ceci et enfin nous allons regarder aussi pour voir si la loi 012, qui est une loi effective pour la promotion et la protection des personnes handicapées, les décrets d'application, qu'est-ce qui bloque pour que ces personnes puissent jouir de la détention de cette carte. Le vœu le plus cher de ces personnes est de voir la satisfaction totale de leurs doléances. Dans le registre éducation, les encadreurs du préscolaire de la région du centre sont à nouveau sur les bancs fin décembre 2019, sur initiative de leur ministère de tutelle et de l'ONG Planète Enfants et Développement, des partenaires engagés pour l'amélioration et l'harmonisation des contenus dispensés aux préscolaires. Roger Kam et Sekou Zongo, compte rendu. Ces encadreurs du préscolaire renforcent ici leurs capacités. Ils sont plus de 182 encadreurs de la région du centre, bénéficiaires de cette session de formation. C'est véritablement de faire en sorte que l'éducation qui est dispensée dans nos structures d'éducation préscolaire soit la meilleure possible au Burkina Faso. Comme vous le savez, le projet est intitulé « Améliorer la qualité de l'éducation préscolaire » à travers des supports pédagogiques innovants et harmonisés. Nous sommes très satisfaits. C'est une formation qui vient à point nommé, dans la mesure où tout ce qui a été abordé, en tout cas, c'est vraiment très pratique, professionnel. Cela nous permettra d'améliorer et d'harmoniser, comme c'était même le thème, les fiches et qu'on a vu élaborer. L'ONG Planète Enfants et Développement, qui veut rendre accessible l'éducation à tous les enfants du Burkina, pense étendre cette initiative à toutes les régions du Burkina. Ce projet a permis d'harmoniser les supports pédagogiques et de concevoir un guide méthodologique et 16 canevas de fiches pédagogiques harmonisées et innovées au préscolaire. Ce projet touche toutes les régions du Burkina Faso. À terme, ce projet compte former plus de 314 acteurs du secteur de l'éducation du préscolaire au Burkina Faso. Hors de chez nous, en Guinée-Bissau, le verdict des urnes donne Umaru Sissoko Embalo président à l'issue du second tour avec 53,55% des voix. Son challenger, le candidat du parti majoritaire, rejette les résultats du scrutin de dimanche en dénonçant une fraude électorale. Suivant. L'élection présidentielle est terminée en Guinée-Bissau, mais ce n'est pas sûr qu'elle apporte la stabilité au pays. Après l'annonce de la victoire du candidat de l'opposition, Umaru Sissoko Embalo, son rival Domingos Simoes Pereira a déclaré qu'il s'agissait de fraude électorale et qu'il ne reconnaissait pas le résultat. Tous les deux anciens premiers ministres, le gagnant et son adversaire, ont remporté respectivement 54 et 45% des voix, si l'on en croit la Commission électorale nationale. Embalo, le nouveau président, n'avait fait que 28% au premier tour, mais il a bénéficié du soutien des principaux candidats éliminés. Général de réserve, spécialiste des questions de défense, il n'a que 47 ans et se présente comme un rassembleur. Indépendante du Portugal depuis 1974, la Guinée-Bissau compte moins de 2 millions d'habitants. Avec cette présidentielle, le pays était censé sortir d'une crise politique qui durait depuis 4 ans. Toujours à l'international, l'Australie ravagée par des incendies, des feux hors de contrôle depuis plusieurs semaines. Des villes entières sont en cours d'évacuation avant un nouveau pic de chaleur dans le pays. Des files de voitures sur les routes et une attente à n'en plus finir. Sur la côte, dans le sud-est de l'Australie, ce sont des villes entières qui sont évacuées à cause des incendies qui frappent le pays. Les autorités ont appelé les touristes à quitter ces zones alors qu'une nouvelle progression des feux est annoncée pour samedi.
Une vague de chaleur avec des températures supérieures à 40 degrés, accompagnées de rafales de vent. Nous avons besoin que les gens restent sur les routes principales. Restez sur les routes qui sont ouvertes. N'essayez pas d'aller inspecter des zones brûlées. En plus de coordonner les secours et les évacuations, les autorités doivent aussi gérer les réserves de produits frais et d'essence qui sont presque épuisées. Les navires et avions militaires doivent aussi évaluer les dégâts et secourir des personnes piégées dans les régions les plus isolées. Certains habitants se sont notamment réfugiés sur les plages pour échapper aux flammes. Nous ne pouvons pas contrôler la catastrophe naturelle, mais nous pouvons contrôler notre réponse. Ce que nous pouvons faire, c'est aider du mieux possible les secours qui mettent en danger leur vie. Nous pouvons le faire en faisant preuve de patience et du calme nécessaire pour leur permettre de bien faire leur travail. Au moins 18 personnes sont décédées dans tout le pays depuis septembre. 8 l'ont été en 48 heures. Plus de 1300 maisons ont été détruites. Mais ce bilan matériel devrait s'accroître à mesure que les pompiers atteignent les zones les plus reculées. C'était là notre version de l'actualité de cette mi-journée. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.